Mais quand vous lisez les livres, vous allez comprendre. J'ai lu ce livre. C'est là où j'ai compris la stratégie de Paul Kagame. Regardez. Qui a écrit ça? David Himbara. Kagame's Killing Field. Kagame's Killing Fields. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas l'anglais, c'est-à-dire les champs de massacre de Paul Kagame. Kagame a beaucoup de champs de massacre. Et le Congo est cité. Ce n'est pas un Congolais qui a écrit ça. Un Tutsi rwandais qui a travaillé avec Paul Kagame pendant 9 ans. Je ne cesse de parler de ce monsieur-là, David Himbara. Il a même fait sortir la version française. Moi, j'avais eu la chance de m'attraper cette version. Ce n'est pas 6 mois que j'ai lu ce livre, relu, j'ai compris. Kagame a la méthode qu'il avait étudiée chez le Pentagone aux États-Unis. Il y a un général américain qui l'impressionnait vraiment, Colin Powell, le général noir là-bas qu'on avait envoyé en Irak, dans la mission là-bas, Desert Storm, tempête du désert. Kagame a côtoyé ce monsieur-là. Ce monsieur-là lui disait que si tu es dans des conflits avec un ennemi, un adversaire, il faut utiliser la méthode que nous les Américains nous utilisons. C'est écrit ici. Quelle méthode? You break it, you own it. Tu vois comment les Américains sont? C'est-à-dire, pour posséder une chose, il faut la briser, la casser d'abord. C'est pourquoi Kagame, lui, il vient d'abord, il vous tape. Article 1, un Rwandais, quand il entre, il faut vous tuer, égorger. C'est ça le système américain. Tue. Mais là, il s'arrête, il vous appelle. Venez négocier avec nous. Vous venez sur le bout des pieds. Vous avez trop peur. Ce monsieur a écrit ça ici. Il a travaillé comme conseiller particulier de Kagame. Ça ne vient pas de la rue. Et c'est ce monsieur qui a écrit quelque part que Kagame a des champs de massacre. S'il veut tuer, il dit, allons un peu tuer. J'ai envie de tuer. Il a commencé son jeu. Le monsieur a compté. Numéro 1, Kagame est allé commencer ce jeu au Kenya, Nairobi. Quand il poursuivait les opposants. Kenya, Nairobi était aussi compté parmi les champs de massacre de Kagame, number 1. Numéro 2, en Afrique du Sud. Là où il a utilisé le Patrick et le Vincent Karega que vous avez hébergé chez vous. Donc, si vous ne savez pas, toutes les ambassades du Rwanda sont les centrales de la CIA. Ils ont des appareils pour capter même vos dialogues. Donc, Félix Tshisekedi, on le met à l'écoute par ce Vincent Karega là. Moi, je vous le dis. Ils ont des appareils sophistiqués que les Américains leur donnent parce que ce sont des partenaires privilégiés des États-Unis d'Amérique. Ils savent tout ce que vous vous dites au Congo. Il y a maintenant des vidéos qui circulent, je ne sais pas, 2 jours. Les gens parlent, oh, le Congo est espionné. Honoré Ngwanda l'a dit. Vous allez le détester parce qu'il a travaillé avec Mobutu, parce que quand on te dit, Ngwanda, c'est fini, toi, oh, Mutuana, oui. Ngwanda dit la vérité. Pour moi, ce n'est pas nouveau. La vidéo que Ngwanda a faite hier, avant-hier, parlant de comment on est en train d'espionner le Congo. Mais moi, j'ai lu ça. Moi, j'ai lu ça. C'est ce que je lis chaque fois. Toutes les agences qu'on vous amène là-bas, Croix-Rouge, Action contre la faim, dans un pays là où il y a trop de ONG, c'est le danger. Des ONG, ça n'amène jamais le développement d'un pays. Les ONG, ça n'amène jamais le développement d'un pays. Ça vous empêche d'évoluer. Il n'y a que des gens qui... Quand on vous amène des ONG, c'est pour vous empêcher à mettre en place des usines que vous allez contrôler vous-même. Construire des usines là-bas, amener les affaires, vous allez créer de l'argent, des emplois là-bas, vous payez, les gens payent des taxes. C'est ce que les gens veulent. Mais les ONG, c'est quoi? On vous fait croire que c'est gratuitement. Ce n'est pas gratuitement. C'est toujours votre argent. Quand Kagame tue, il vole, il amène au Rwanda, on vend. C'est cet argent là-bas qu'on distribue.
au soi-disant ONG, pour venir encore vous endormir. Donc, après l'Afrique du Sud, qui était un champ de massacres de Kagame, 3, la Tanzanie. Kagame a opéré aussi pour aller tuer des gens. 4, Kagame est entré au Burundi aussi. 5, il est allé en Grande-Bretagne tuer des opposants. Il est arrivé même en Suède pour tuer. Alors ce monsieur vous dit, ce sont les champs de tir de Kagame. Pourquoi tous ces pays, après avoir subi la surprise de Kagame, quand ils ont remarqué, ces histoires commencent à entrer dans notre pays, on traverse notre frontière, on espionne, on commence à tuer maintenant. Ils ont mis les services secrets en place rapidement. Et quand ils ont compris, non, c'est le Rwanda de Kagame, ils ont tout fait pour bloquer l'entrée à Kagame. Le seul pays qui est resté ouvert jusqu'à aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez déjà entendu que Kagame continue à tuer en Tanzanie? Il a réussi à faire des coups. Kagame est entré au Burundi pour tuer. Kagame est entré au Kenya. Tous ces pays-là, on dit non, trop c'est trop. Fini. Mais pourquoi chez vous on continue à égorger les gens tous les jours? C'est pour vous dire, le pays-là n'est pas dirigé par les Congolais. C'est le même maître Kagame qui fait ce qu'il veut. Et pendant une discussion à Londres, Museveni avait regretté. Il était allé voir une femme, une secrétaire au développement du Royaume-Uni, qui s'appelait Claire Short. Et ce monsieur qui a écrit ce livre était dans la délégation quand le Rwanda et l'Ouganda se chamaillaient. Et Museveni, dans une réunion, qu'est-ce qu'il a dit? We have had to stand by Rwanda in Congo, although they don't seem to show any appreciation for the sacrifice, given that Kagame is turning the sister state of Uganda into an enemy state of Uganda. Qu'est-ce que Museveni dit? C'était pendant cette réunion que ce monsieur a dit. Museveni a dit que nous nous sommes tenus auprès du Rwanda, au Congo. Bien que Kagame n'a pas su montrer une appréciation pour tout ce que nous, Ougandais, nous avons fait pour lui. Et pour tout le sacrifice que les Ougandais ont connu. Et aujourd'hui, Kagame est en train de nous tourner, nous, un État frère, en un État ennemi. Et il continue. We cannot go on with Armstrong's position of having a small, under-equipped army in such a volatile situation. Museveni a dit, nous n'allons pas continuer à vivre comme ça. Donc, dans des positions d'inimitié, c'est-à-dire nous, avec un petit pays là-bas qui est sous-équipé, qui a une armée sous-équipée, il parlait du Rwanda, une armée sous-équipée. Et c'est dans une situation qui est volatile. I need to inform you that Rwanda currently has an army of 100,000 officers and men. They maintain this big army by apparently not paying wages for soldiers in Congo. It's possibly this level of manpower that gives them the arrogance to think that they can interfere in the internal affairs of Uganda. Qu'est-ce que Museveni avait dit pendant la réunion devant la secrétaire au développement de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, Claire Short?
quand il a continué, qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais vous informer que le Rwanda est en train d'entretenir pour l'instant une armée de 100 000 officiers et hommes. Ils maintiennent cette armée soi-disant grande, apparemment, en ne payant pas le salaire des soldats congolais, mais en les déviant pour les amener au Rwanda, pour maintenir ces hommes. Et c'est ce qui fait que Kagame a l'arrogance de penser qu'il peut s'interférer, donc entrer dans les affaires internes de l'Ouganda. Vous voyez, cherchez ce livre, Kagame's Killing Field, lisez à la page 62. Alors vous comprenez que pendant beaucoup d'années, Joseph Kabila, c'est sous Joseph Kabila, on prend le salaire de nos militaires, c'est écrit en anglais, facile, easy English. Joseph Kabila, que certains Congolais applaudissent nuit et jour. Il était en coulisses avec Kagame. Kabila se cachait, il ne voulait pas se faire voir avec Kagame chaque fois, comme Félix Tshilombo. Mais en coulisses, Kabila prenait le salaire des militaires congolais pour aller les payer aux militaires rwandais. Et Museveni, Azam Master Akati, il sait tout. Il est allé le dire en Grande-Bretagne, que si Kagame devient très têtu, il est en train d'entretenir une armée de 100 000 personnes. Et il pense qu'il peut maintenant s'ingérer dans les affaires internes de n'importe quel pays de l'Ouganda. Moi, Museveni, je le sais. C'est parce que il vise, et il est en train de le faire, donc d'entretenir une armée de 100 000 personnes qu'on entretient avec quoi? Le salaire qu'on prend aux militaires congolais. Et cette histoire a eu lieu en quelle année? En 2001. Imaginez-vous si l'armée du Rwanda avait 100 000 hommes en 2001. Maintenant, 19 ans après, prenons 2020. Donc pendant toutes ces années que vous envoyez vos filles et vos fils au front dans l'est du Congo, on est en train de les égorger. Mais nous sommes là, nous tous les Congolais, en train de nous étonner. Pourquoi les militaires Nabiso? Prime à Pamba. On ne donne pas aux militaires congolais de primes. Cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas là. L'argent est là. L'argent a toujours été là. C'est-à-dire, pendant le règne de Joseph Kabila, on transportait les caisses, le mal du salaire des Congolais pour aller les payer aux Rwandais pour qu'ils entrent convenablement et égorger les Congolais. Cherchez ce livre. Lisez. Et c'est dans ce livre où Kagame, on a mis à nu beaucoup de stratégies de Kagame. Ce que je vous ai dit, you break it, you own it. Pour posséder quelqu'un, faire d'une personne là l'esclave, hein, il faut le briser d'abord. Donc Kagame, il sait. C'est ça sa stratégie. Ils ont étudié ça au pied des Américains avec Museveni et tout ça. C'est-à-dire entrer d'abord dans le pays, tabasser ces gens-là, tuez-les. Vous allez les posséder. Comprenez pourquoi ils ont déjà possédé l'esprit des Congolais, même des politiciens. Vos politiciens, tout le monde est peureux. Aucun politicien congolais ne peut prendre la parole là-bas pour parler du Rwanda, dire clairement que c'est le Rwanda qui nous tue. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je ne sais pas si je me trompe. Un politicien à qui on donne le micro, Lambert Mende, hein? Tous les gens qui ont travaillé avec Kabila. Vous connaissez leur nom. Quelqu'un qui prend le micro qui dit non, nous ne voyons que cette guerre a duré parce que l'ennemi c'est le Rwanda. C'est Kagame qui est en train de faire tout ça. Vous connaissez la source du problème. C'est le Rwanda. C'est l'Ouganda. Mais pourquoi vous avez l'eau dans la bouche? C'est là où se trouve le problème.
Si vous ne parlez pas, c'est-à-dire on vous a déjà donné quelque chose. Qu'est-ce que vous avez mangé au Rwanda ou bien en Ouganda qui fait que vous êtes devenu trop muet? La bouche est collée même quand on est en train de tuer vos filles et fils. Posons la question à nos politiciens. Et ils font la politique des idiots en nous faisant tourner. Faire tourner les Congolais. C'est ce qui a fait dire, il y a un sage Chokwe là, avec qui je parlais, il m'a donné un proverbe là, Chokwe. Il m'a dit que la politique qu'on est en train de faire au Congo, c'est ce que les Chokwe disent, hein, kucha-cha-cha-cha, koke saifa. Hein? Il dit kucha-cha-cha-cha, koke saifa. C'est-à-dire quoi? Tu achètes un morceau de viande, la gibier, la pâte là, disons même d'une chèvre, bouc, tout ça. Tu as la machette. Il faut maintenant savoir couper la viande convenablement pour distinguer la viande avec les os, pour que tu ne puisses pas mélanger ça. Mais si tu ne fais pas attention, à force de vouloir seulement donc, briser les os en désordre, avec trop de force, sans y mettre un peu de stratégie de la sagesse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu finiras même par gâcher cette viande-là. Tu vas te retrouver à un moment donné que les morceaux d'eau, les morceaux les os là, vont se mélanger avec la viande. Il n'y aura pas moyen de manger convenablement. C'est ça la sagesse des Chokwe. Hein? Pourquoi on a utilisé ça? C'est pour vous dire que, pourquoi les politiciens congolais, ils savent que le problème c'est ici. Mais ils sont en train toujours de faire les mêmes histoires. Donc couper, donc tout le monde qui vient, en train avec des machettes. On me dit non mon cher, le problème est là-bas, ce n'est pas ici. Mais tout le monde est en train de se battre à Kinshasa au lieu de pointer le Rwanda. Mais nous sommes toujours là, en train de les regarder. Parce que ce que je dis aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Nous sommes ce qu'on appelle au village. Si vous allez dans nos villages, il y a à l'entrée des villages, les Africains surtout, il y a des hommes ou bien un homme qui se tient calme à l'entrée là-bas. Et beaucoup de gens qui viennent dans le village ne prêtent pas attention à ces messieurs-là. Et surtout les gens du village. Ils sont tellement habitués à le voir sous un arbre à l'entrée du village, ils ne prêtent même pas attention. Seuls les étrangers qui viennent, ils peuvent dire, oh, on a vu un monsieur là-bas à l'entrée, c'est qui? Les gens diront, ah, lui, il aime toujours se tenir là-bas. Sans savoir le rôle que ce monsieur-là qui se tient à l'entrée du village fait. Et cela a encore engendré ce qu'on appelle dans la sagesse des Kachokwe. Il y a un proverbe qui dit Italangeji enyembo anatuli kula. Ça te dit comment ici? Il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Italangeji enyembo anatuli ula. Italangeji enyembo anatuli ula. C'est-à-dire quoi? Le monsieur que vous négligez là, qui se tient à la porte du village, il est là, calme. Personne ne prête attention à ce monsieur-là. Il est oublié de tout le monde. C'est le monsieur qu'on appelle Enyembo. C'est-à-dire, il voit les entrées dans le village et les sorties. Il connaît les visages de tous ceux qui entrent au village et ceux qui sortent. Il connaît tous les problèmes du village, mais vous le négligez. Voilà comment nos ancêtres travaillaient. Il y avait des gardiens de la porte du village. Même chaque royaume avait des entrées stratégiques. Là où il y avait des gens pour garder, pour voir tous ceux qui entrent et ceux qui sortent. Les surveillants du village. Mais c'est nous, les Enyembo. Je te parle, tu m'insultes.
Oh, Master Zokolo, mais que voulez-vous qu'on change de sujet si vous ne changez pas? Comme quelqu'un qui m'a écrit, toi tu proposes quoi? Dis, toi tu ne sais pas que la réponse se trouve dans la question. Si tu suis l'école de la sagesse, on va te dire quoi? Dès que ton cerveau déjà formule une question, pas, c'est-à-dire la réponse se trouve dans la question directement. C'est pourquoi Jésus ne répondait pas à certaines questions, presque toutes. Tu poses une question à Jésus, Jésus te répond par une autre question. Est-ce que ce n'est pas la réponse? Quand moi je me pose la question, pourquoi est-ce que les politiciens congolais ont de l'eau dans la bouche? Pourquoi ne veulent-ils pas dire que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui nous tuent? Toi, tu n'as pas de réponse là où tu es. Est-ce que je n'ai pas proposé? Ce n'est pas une proposition pour vous dire qu'ils se mettent là-bas, dans leur assemblée là-bas. C'est ça le sujet qu'il faut mettre sur la table. Qu'ils disent, le Rwanda tue, l'Ouganda tue. Qu'est-ce que nous devons d'abord faire? Si vous ne résolvez pas le problème du Rwanda et de l'Ouganda, vous n'irez nulle part. C'est le pays des Congolais. Dieu a donné ça aux Congolais. C'est pourquoi moi j'ai dit, il faut chercher la paix des braves, pas la paix des amorphes là-bas. Cherchez la paix des braves. Regardez le Rwanda comme ça dans les yeux. Si vous tous vous parlez, imaginez-vous d'avoir Moyen Nzangi. Moyen Nzangi lui-même a parlé. Vous avez vu l'attitude d'Azarès Rouberois et son frère Moïse Nyarugabo. Ils étaient mal à l'aise. Quand F. Bazaïba a ajouté, ils étaient mal à l'aise là-bas. Il fallait voir, ils ont sué. Si deux personnes font trembler ces deux-là, mais si toute l'Assemblée là, 500 députés, vous dites Rwanda, nous mettons des résolutions aujourd'hui sur la table. Fini l'histoire de tuer les Congolais dans l'Est et l'Ouganda. C'est vous, nous vous épinglons. Vous faites un mémo. Vous accusez officiellement. C'est vous. Quand vous dites que vous avez le pouvoir, comprenez pourquoi nous disons, ce n'est pas l'affaire de n'importe qui. Nous sommes les éveilleurs de conscience. Nous avons un pouvoir d'une autre dimension. Mon pouvoir, c'est de faire revenir les Congolais au raisonnement, de les faire quitter le monde de l'ignorance. Car tu ne peux pas faire un combat. Tu ne peux pas t'engager même pour réclamer quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour cela que nous sommes ici, notre rôle, le faiseur de vidéos. C'est pour vous faire connaître que la vérité, c'est ça. Le mensonge, c'est ça. Ce qui est en train de se passer au Congo, c'est ça. Si vous voulez réussir, il faut faire ça. Mais les exécuteurs, ceux qui ont le pouvoir exécutif, vous êtes avec eux à Kinshasa. Les fabricants, les faiseurs de lois, vous êtes avec eux à Kinshasa. Vous allez nous dire qu'ils n'écoutent pas ce que nous leur disons. Ils écoutent, ils comprennent. Pourquoi n'agissent-ils pas? C'est ça ma question. Pourquoi cette lourdeur dans la politique du Congo? C'est comme si le temps s'est arrêté. Tout est figé. Il y a quoi? Tenons-nous d'abord la tête. Congolais. Ça dépasse l'entendement. On est en train de tuer ton enfant, ta femme. On viole ta fille. On te dit de violer ta fille. On dit à ton fils de violer ta femme. Et ce n'est pas la première fois. Ça se fait sur beaucoup d'années là. Mais il n'y a toujours rien. Et vous avez des gens qui vont même là, chez l'ennemi, qui tue, qui pille, qui fait tout le mal. Donc l'ennemi là n'a aucun projet de bienfait. Il n'a aucun projet de prospérité pour le peuple congolais. Un Rwandais, le gouvernement du Rwanda, je ne parle pas des Rwandais paisibles là. Ceux qui sont au pouvoir au Rwanda n'ont jamais eu le temps de penser de voir un Congolais manger, boire, sourire. Les Congolais aussi achetaient des véhicules, utiliser leurs avions. Non, ce sont des sataniques. Et des satanistes, ces gens-là. Alors pourquoi est-ce que les politiciens congolais ont de la peine à se séparer de ces gens-là? Même si on va tuer, est-ce qu'on va tuer tous les Congos? Est-ce qu'on va tuer tous les Congolais? 500 personnes au Parlement de Kinshasa.
et dans les parlements de toutes les provinces, un seul slogan, Rwanda, finis les jeux, Ouganda, finis les jeux, retire tes troupes, vous amorcez des actions. La guerre va finir le même jour. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est ça la question. Vous leur devez quoi? Même si je te dois, il doit toujours y avoir le commencement et la fin. Je ne peux pas donc être endetté auprès de toi éternellement. Même si c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont venus créer un changement au Congo, qui s'est tourné dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire c'est le synonyme maintenant de venir prendre nos richesses donc éternellement? Jamais. Car ce qu'ils ont réussi à prendre, ça dépasse même ce qu'on pouvait même leur donner comme ça, en tant que pays frères et amis. C'est-à-dire Mobutu le dictateur a résisté là-bas, vous êtes venus nous aider, il y a eu donc transition au Congo, on a changé de régime. Maintenant, on s'embrasse là-bas, parade militaire, on leur donne des grades là-bas, les pays frères. Rwanda, Ouganda, Congo sont des 3 pays frères, en tout cas, les relations diplomatiques sont bonnes. Le Congo doit payer l'effort de guerre. Parce que vous savez, il y a eu des Ougandais, des Rwandais qui ont laissé leur vie sur le champ de bataille pour aider les Congolais. Ça se fait partout au monde. On se paye. Combien? Nous allons vous donner nous combien de millions, combien de milliards. Pas de problème. Dans 20 ans, les richesses même du Katanga seulement, ne comptons pas Kassai et autres. Tous les tracts qu'on vole dans 20 ans, dit, on a déjà payé le Rwanda, ça fait maintenant 1 million de fois. Ils cherchent quoi encore? Ils profitent de l'imbécilité des politiciens congolais. Souffrez que j'utilise ce terme. Comme disait quelqu'un, le Congo n'est grand que par la superficie. Trop petit dans le cerveau des gens. Congo Mbakamonene, oui, superficie, c'est fini. Le Congo, nous voulons que le Congo soit Mbakamonene na mitu abiso ba Congolais. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Agrandissons notre cerveau. Sortons là des sentiers battus, là, on est en train de nous tromper par les politiciens. Non. Mes chers amis, je ne sais pas. Parfois, même avant de faire une vidéo, je me demande, est-ce que je vais parler de quoi? On vous a tout dit. C'est le Rwanda qui tue. Mais quand on voit encore une délégation des Rwandais qui viennent faire les affaires avec vous, est-ce que toi tu es sûr que tu peux aller faire les affaires avec un Rwandais Tutsi? Quand toi tu entres et tu tues ses enfants, vous ne connaissez pas ces gens-là? Hein? Tu ne peux même pas entrer là-bas. On ne peut même pas te saluer, on ne va même pas te parler. La rancune d'abord. Donc, même eux, là au Rwanda, quand ils regardent Félix Tshisekedi, mais je vous assure, ils rigolent. Ils n'ont jamais eu donc le degré d'inconscience. Tu reçois ces gens-là qui viennent même avec le poison pour saupoudrer le siège. Ah! Et puis quelqu'un va ouvrir la bouche pour nous insulter quand nous faisons des vidéos. Mes chers amis, comprenez pourquoi vous n'êtes pas bénis. Cette malédiction, c'est ce qui est en train de vous poursuivre. UDPS, Félix Tshilombo, vous êtes des maudits. Vous n'irez nulle part. Et vous allez traîner, traîner, traîner comme ça. Même si vous faites 10 ans, vous ne foutrez rien. Vous êtes bloqué sur toutes les dimensions. Dimension physique, dimension psychique, dimension intellectuelle, dimension donc, spirituelle. Il y a trop de dimensions au-delà. Il y a le cadenas. Tcha, 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 tcha. Le problème, c'est que vous ne croyez pas dans des histoires qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Nous, on nous a appris à respecter les choses de l'au-delà. Car tout ce que nous faisons, ça a un impact dans l'au-delà. Et ce qui se fait dans l'au-delà a un impact ici sur le monde physique.
Ce n'est pas la religion, ça. Ça, c'est la spiritualité. La religion, ce sont des lois établies. Hein, comme des constitutions dans une église, là, pour manger l'argent inutilement. Il est prêtre, il est tout ça. Non. La spiritualité te projette trop loin. Comprendre l'être humain. La vie n'a pas commencé ici et ne finit pas ici. La vie, c'est quelque chose. C'est pour cela qu'on dit éternité. Éternité qui n'a ni commencement ni fin. Si ça n'a ni commencement ni fin, c'est-à-dire là où je ne suis ni le commencement ni la fin. Je suis un processus. C'est-à-dire je viens de quelque part, je suis en train de marcher allant quelque part. Donc, conclusion, c'est quoi? Ce n'est pas la première fois que je suis dans cet univers, dans ce monde. J'y étais, j'y suis et j'y serai. C'est ça l'éternité. Pourquoi? Ça se justifie. Dieu m'a fait à son image. Si Dieu est éternel, donc je suis aussi éternel quand même. Et ça va choquer un chrétien qui va te dire, tu vois, satanisme, non. Le blanc a tout pris. Comprenez, ça joue aussi. Ce que tu crois en, c'est comme la nourriture. Ce que tu manges, ça travaille ton être. Ou bien ça te bloque, ou bien ça te libère. Or, la spiritualité est là pour libérer l'homme. Enlever la chaîne. Parfois, la religion te bloque. Remarquez, les religions bloquent les gens. Trop de chambres là-dedans. La spiritualité, c'est universel. Dans la spiritualité, on t'apprend que les principes sont les mêmes. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, les principes qui régissent ce monde sont les mêmes. Il y a la différence en quoi? Seulement dans les noms, les appellations qu'on donne à ces réalités-là. Vous pouvez voir une même chose, vous tous. Toi, tu nommes ça A. L'autre là, il dit, dans notre langue, c'est Ti. Cela ne veut pas dire que c'est un mensonge, non. Si c'est A chez nous, chez vous, c'est Ti. C'est la même histoire, c'est la même réalité. Nous ne sommes pas obligés de nommer les histoires de la même manière, nous tous. C'est ça le problème, qui fait que vous vous battez pour la grammaire. Le plus grand combat qui se passe dans la Bible et le Coran, c'est le combat grammatical. Le combat des virgules, le combat des majuscules, le combat des points. Hein? Ce n'est pas le combat de la matière spirituelle, non. Il y a des matières spirituelles qui n'ont pas de nom. Une réalité là que tu vois, tu n'as jamais vu ça depuis ta naissance. Comment est-ce que tu vas nommer ça? Hein? Tu vas comparer ça à quoi? Hein? Il n'y a aucun modèle. Ce que je vois, c'est pourquoi les gens disent, j'ai vu mais je ne sais pas décrire ça. Pourquoi tu ne sais pas décrire ça? Parce que tu n'as jamais vu ça. Ça ne ressemble ni à un véhicule, ni à une moto. C'est quelque chose que tu vois pour la toute première fois. Ça existe. Ouvrons nos têtes, fonçons trop loin. Les Rwandais sont en train de profiter du Congo. Pourquoi? On n'a pas de tête à la tête du pays. C'est ça le vrai mot. On n'a pas de tête à la tête du pays. Le Congo, là, c'est un pays là-bas. On a déjà décapité. Un pays bien décapité. Et ils ont réussi. Tu ne peux pas faire les mêmes histoires. En 60, c'était le conflit Lumumba, Kasavubu. En 90, Mobutu, la conférence nationale souveraine. Et aujourd'hui, vous revenez avec les mêmes histoires. Donc chaque 30 ans, au lieu de changer de méthode, vous revenez avec les mêmes histoires. Même méthode, même stratégie, et vous escomptez trouver une solution tout autre. Mais étudiez même à l'école, on va vous dire. On te donne un exercice. Tu échoues cet exercice aujourd'hui parce que tu as utilisé un procédé A. On te donne le même exercice l'année prochaine, tu viens encore avec le procédé A. Et tu comptes trouver une réponse à cet exercice-là.
Même quand on a étudié l'arithmétique, nous, les professeurs ne nous ont pas appris comme ça. Le prof viendra regarder et dire, Max, c'est pourquoi tu échoues ici. Change de procédé. Utilise le procédé B maintenant pour contourner. Shortcut. C'est-à-dire quoi? Il manque. Le problème au Congo, il n'y a pas de spiritualité dans ce pays-là. Il n'y a pas de spiritualité. Ne confondez pas l'intelligence. Hein? L'intelligence, c'est robotique. L'intelligence, c'est robotique. L'intelligence, c'est un programme qu'on met dans la tête de quelqu'un pour lui faire certaines histoires. La spiritualité, ce n'est pas robotique. C'est l'indépendance. Car ça vient de très haut. On ne commande pas la spiritualité. Mais on commande une personne intelligente. C'est pour cela que vous avez des véhicules intelligents. Vous avez des téléphones intelligents. On les commande. Tu ne peux pas venir devant moi, tu dis que tu es intelligent, tu es robotique. C'est-à-dire, on a poussé, on a mis dans ta tête certaines histoires qui t'ont rendu intelligent. C'est-à-dire, pour t'utiliser, donc, pour des besoins de ceux qui ont mis ces histoires-là dans ta tête. C'est ça même l'école. Comprenez pourquoi l'école n'est pas le summum bonum. L'école, ce n'est pas le sommet de la réussite dans la vie. Et ce qui nous fait beaucoup échouer, remarquez nous les Africains, l'homme blanc est malin. Il est venu avec l'école. C'est une forme d'esclavage si tu ne fais pas attention. Remarquez combien d'années les Congolais passent sur le banc de l'école. 6 ans. Tu commences avec maternelle, peut-être 2 ans. École primaire, 6 ans, ça fait 8. École secondaire, 6 ans encore. Hein? Tu es là-bas, 14. Oh, université, 5 ans. Tu passes au moins 18 ans à étudier. Ce n'est pas mauvais. Mais remarquez chez les Occidentaux eux-mêmes qui vous ont amené ces livres-là. Ils ont déjà évolué. Mais au Congo, on a encore les méthodes de 1973, les définitions de 59, du belge là. Le monde a déjà évolué. On parle d'autre chose aujourd'hui. C'est pour nous occuper. On te fait croire que si tu as ce papier, c'est quand tu vas réussir la vie. Tu réussis, tu prends ce papier-là, tu mets dans la valise. Alors, quoi d'autre? Tu ne fais rien. Pourquoi on nous a programmés avec les études occidentales? C'est un programme. C'est pourquoi on l'appelle même programme scolaire. C'est un programme. Raisonnons ça d'une manière robotique. C'est un programme. Pour te contrôler. Si tu n'as pas ça, on ne t'accepte pas. Tu vois, on te limite. Mais pour se libérer, il faut faire autre chose. Comprenez pourquoi ceux qui sont libres de faire autre chose, ce sont ceux qui ont dit à un moment donné, l'école, oui, mais l'école n'est pas la solution à toute chose. Comprenez pourquoi les grands hommes dans ce monde, ce sont les gens qui ont mis une limite dans les histoires de robotique chaque fois. Vous me pressez l'intelligence dans la tête que je ne vais pas utiliser dans ma vie. À quoi ça sert? Tout le monde va étudier jusqu'où? Regardez les Napoléon Bonaparte. Ils ont étudié jusqu'où? Regardez Microsoft, Apple. Feuilletez les livres, vous allez voir. Les gens qui ont fait des histoires là. Des grands guerriers dans le monde. Les gens qui se sont levés pour défendre un pays. Il a étudié où? Nulle part. Mais vous l'étudiez maintenant à l'école. Vous allez étudier 300 pages pour parler de Napoléon, pour parler de je sais qui. Tu vois, passe-temps. Un Rwandais entre, il tue. Un Ougandais entre, il tue. Est-ce que le gouvernement, il faut aller à l'école? Il faut aller à l'école pour savoir que ce sont les Rwandais et les Ougandais qui entrent nous tuer. Il faut avoir un diplôme. Je suis vieux, mon père me disait chaque fois, Mac, est-ce que tu penses que certaines histoires dans la vie, il faut avoir un diplôme pour savoir que ton petit frère est tombé, là, il faut le relever. Il faut avoir une licence pour savoir que l'eau, là, sur le feu est en train donc de sécher. Il faut soit couper le réchaud ou bien ajouter de l'eau. Non.
Mes parents avaient cette expression chaque fois dans la maison. Il ne faut pas avoir un diplôme. Pour savoir que l'enfant est en train de somnoler, il faut que je le prenne pour l'amener dans la chambre. Il faut finir l'université de Lubumbashi, bien de Kisangani pour faire ça. C'est ça le grand problème au Congo. Les études là, mal faites. Kagame a étudié jusqu'où? Phare à phare. Ne parlons pas des gens éloignés là. Kagame, vous connaissez le cursus scolaire de Kagame? Comment il vous domine? Kagame n'a pas beaucoup étudié. Il domine. Ça. Lui, il a compris. Il a compris que si tu travailles ça, mélangé avec certaines lois, tu vas dominer le monde. C'est ça. Regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait au Rwanda. Leur création, leur plan, ça vient maintenant retomber sur nous. C'est maintenant les Congolais qui sont en train de payer donc les conséquences du génocide du Rwanda. Vous voyez comment est-ce qu'on vous a attiré dans une chose là? Ah, vraiment. Au lieu que les Rwandais commencent à payer, continuent à payer pour une chose qu'ils ont conçue eux-mêmes, qu'ils ont mis sur la table eux-mêmes, ils se sont chamaillés eux-mêmes, ils se sont battus eux-mêmes, ils se sont entretués eux-mêmes. Aucun rapport rwandais du génocide du Rwanda ne mentionne le nom d'un Congolais. Tu ne trouveras aucune page là où c'est écrit que au Rwanda, ceci, cela, il y avait des généraux congolais et tout ça. Non. Alors pourquoi est-ce que ça nous colle, cette histoire du génocide du Rwanda? Pourquoi ça nous colle à la peau? C'est parce qu'on refuse de raisonner. Et malins qu'ils sont, ils ont même déplacé le champ des conflits. Au lieu que le champ des conflits qui a commencé au Rwanda reste le Rwanda, ils ont déplacé le champ des conflits pour le mettre en République démocratique du Congo. Et tous maintenant, que ce soit Hutu, FDLR, que ce soit Kagamiste de l'armée, FPR, que ce soit je ne sais quoi, tous les noms des groupes armés qui sont en train de se donner, leur champ de prédilection, c'est où? C'est le Congo. Vous vous rendez compte, les gens décident, ok, moi je suis kagamiste, moi je suis anti-kagamiste, vous voulez vous battre, ils se donnent rendez-vous au Congo, à Massissi, à Minembwe. Ils laissent le Rwanda là. Et vous trouvez ça normal? Tu es politicien, tu manges même le foufou, hein? On t'achète même un jeep, tu rentres la nuit, oh papa, tu me sers là, mais changeons quand même de nom, changeons certaines appellations. Ils se sont entretués chez eux. Mais par astuce seulement, ils ont déplacé le champ d'action au Congo. Ils ont déplacé le champ d'action au Congo. Et c'est ici où je vais répondre à la question de quelqu'un qui m'a dit que je voulais parler du génocide du Rwanda et le chiffre que quelqu'un m'avait donné. C'est ici. Rwanda's national census of 1991 counted approximately 596,000 Tutsi, or 8.4% of the population. Donc, si vous voulez continuer à lire, ça se trouve dans ce livre. On parle du recensement qu'Habyarimana avait fait au Rwanda. Alors, si nous lisons ça maintenant, qu'est-ce que nous allons comprendre? Puisque le problème, c'est quoi? Même les Blancs, ils savent que l'homme noir ne raisonne pas. C'est pour cela qu'ils viennent en Afrique, ils font n'importe quoi. L'homme noir n'a pas le temps de s'asseoir pour regarder même l'homme blanc comme ça. Tu l'observes, ses discours, tu l'écoutes, il dit, tu commences maintenant à tourner ça dans ta tête, à se poser des questions. Il y a beaucoup de gens ont accepté ce qu'on nous a amené. Oh, le génocide du Rwanda, ce sont les Hutus qui sont les génocidaires. Ok, oh yeah, yes, les génocidaires, tout le monde a accepté. Ils ont tué 800 000 Tutsis. Ok, yes. Et malins qu'ils sont, ils ont fait de cette histoire une loi au Rwanda. Si tu te poses, pas même nier, tu te poses une question.
Donc, la remise en question est défendue au Rwanda. Où avez-vous déjà vu, on empêche aux gens de penser, de raisonner, de se poser des questions. Vous voulez fabriquer quoi? Une république de fainéants? Non. Un homme est intelligent. Ce n'est pas pour rien que Dieu a aspergé l'intelligence dans l'homme. C'est pour le distinguer de l'animal, des animaux. Sur le plan charnel comme ça, je suis un animal. Mais ce qui fait que moi je suis un animal tout autre, c'est la magie que Dieu a mis en moi. Il a aspergé un brin d'intelligence pour que je ne sois pas comme les autres animaux. Et pour me pousser à raisonner, il ne m'a pas laissé dans la position courbée, comme les autres animaux, qui sont comme ça en train de regarder, donc au bout de leur nez seulement. Non. Dieu a tout calculé. Il m'a autorisé, mon physique, il l'a créé pour que je puisse me tenir debout comme ça et regarder les étoiles. Car c'est la vérité, là, la vérité vient des étoiles. Animal, oui, tu as la chair, oui. Mais tu as l'intelligence et toi, tu vas te mettre position debout. Tu ne peux pas commander si tu es dans une position assise chaque fois. C'est pourquoi tu vois quand ça chauffe, tout le monde se lève. Totalement, totalement. Dieu t'a mis dans une position debout pour faire face aux événements parfois. Te poser des questions. Mais ils sont trop malins. Ils ont fait leur calcul là-bas, leur magouille avec les Américains qui leur ont donné les armes, tout ça. Les Kagame là, on les a mis au pouvoir là, un petit club là, de Tutsis, extrémistes, monarchistes. Les descendants de ceux qui avaient fui le Rwanda dans les années 59, 1959, après avoir fait souffrir les Hutus pendant 300 ans. On va te dire aujourd'hui, non, comme ci, comme ça, non. Dans ce pays-là, lisez l'histoire. J'ai même le livre ici, écrit par une femme américaine. Moi, je vais donner. Hein? Il y a des choses parfois dans la vie, écoutez, j'ai ça en bas ici. Attends que j'amène. Voyons, est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Moi, je m'imprègne du Rwanda. Regardez ça. Defeat is the only bad news. On te parle de l'histoire du Rwanda. Cette femme a joué Alison Deforge. Elle était au Rwanda. Avant, pendant et après le génocide. Elle a aussi joué un rôle à mettre Kagame au pouvoir. C'est une Américaine. Et malheureusement, elle est rentrée aux États-Unis. Elle est morte dans un accident d'avion près de New York. Attentat, on ne le sait pas. Elle connaissait beaucoup. À un moment donné, elle a beaucoup menti, cette femme, pour mettre le pouvoir de Kagame là. À un moment donné, elle a commencé à regretter pourquoi elle s'est engagée dans l'histoire de Bill Clinton. Clinton les obligeait à mentir. Quand elle voulait se distancer maintenant, elle a commencé à se rebeller, à vouloir faire des choses à l'encontre de cet establishment qu'on a mis au Rwanda là. L'histoire du génocide qu'on a créé par les Américains. Elle a commencé à se distancer et elle est morte. On soupçonne que cet accident d'avion près de New York n'était pas un hasard. Tu vois, le Rwanda, sous Musinga, de 1896 à 1931. Vous voyez le roi d'abord, quand vous le regardez aux yeux là, c'est comme un extraterrestre. Hein? Il a fait tuer les gens, ce monsieur. C'est cruauté, des crimes et des crimes. Je ne sais pas comment, ces Amitiques, que les autres appellent Nilotiques, sont venus, je ne sais pas d'où. Ils sont arrivés sur une terre là où ils ont rencontré les Pygmées et les Bantous, qu'on appelle les Toua et les Hutus. Brusquement comme ça, ils les ont dominés. Ils sont devenus des rois. Et Batokambari, comme on dit en Swahili, Batokambari, Bakuyakuya, qui sont venus d'ailleurs, que les Sud-Africains appellent Bakwerekwere, Mukwerekwere. Ils se sont imposés, ils ont créé des monarchies sur une terre qui ne leur appartenait pas.
Ils se sont imposés devant les Hutus et devant les Twa. Ils ont créé la monarchie là-bas. Parce qu'il y a trop de mensonges dans ce monde. Si on veut expliquer l'histoire du génocide du Rwanda, on va te dire comment les Hutus sont les démons. Maintenant, si tu veux étudier, donc ce qu'on appelle la loi des répercussions, qu'est-ce qui fait qu'au Rwanda, il n'y a que des génocides sur génocides, des tueries sur tueries? Qui a commencé ça? Ça doit avoir un commencement. Et pour finir ça, il ne faut pas continuer. Il faut retourner au commencement pour comprendre, understanding Rwanda genocide. Tu ne peux pas aller travailler à l'ONU, tout ça, dans des ONG de la paix pour donner la paix au Rwanda, non. Le dossier du Rwanda, c'est simple à comprendre. Il faut aller à la source. Qui a commencé la violence? Qui a institutionnalisé la violence au Rwanda? Ce sont les rois Tutsis. Ils ont tué comme ce n'est pas possible. Quand l'homme belge est venu, le colon, il a rencontré le terrain déjà acquis par ces rois. Donc, ils avaient déjà fait un grand travail de mater, manipuler les Hutus. Il y avait des tueries comme pas possible. Un petit mouvement, on tue. C'est pourquoi la génération des Hutus sont des traumatisés. Pendant au moins 3 siècles, les Hutus étaient toujours sous les pieds des Tutsis. On pouvait même t'appeler comme ça, on dit ouvre la bouche. Tu ouvres la bouche. Un homme de la cour royale jette la salive dans ta bouche. On a tout fait, beaucoup. Lisez un livre pareil, vous allez voir. Cette femme a voulu aussi comprendre. Elle est allée dans des musées du monde, aux États-Unis, bibliothèque du Congrès, en Belgique, la France. Elle a compris qu'est-ce qui fait qu'au Rwanda, il y a cette culture de la cruauté. Ça dit, si celui-ci prend le pouvoir, il tue celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui ont commencé, c'est ceux qui sont revenus encore au pouvoir aujourd'hui. Lisez pour comprendre. Ils sont venus avec les Américains dans leur aventure, une minorité. Hein. Et les Blancs vont nous dire, oh, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand vous allez aux élections, c'est que la majorité va décider, c'est ce qui va avoir lieu. C'est ça qu'on nous dit aux États-Unis et au Canada. Et nous, les Noirs, les Hispaniques et les Indiens peau rouge, les Métis, on nous classe dans la catégorie des minorités. Comprenez pourquoi nous n'avons pas de pouvoir en Amérique. Quand vous entendez les informations là, à la télévision, à la radio, même en français, RFI, France 24, parler de la situation dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, Canada. Oh, Kamala Harris, la première vice-présidente qui vient de la minorité des Noirs. Les Noirs aux États-Unis sont considérés comme une minorité. C'est pour cela, pour avoir le pouvoir, c'est très difficile. Mais l'Amérique, c'est un pays démocratique. La démocratie elle-même est définie comme la loi de la majorité. Ce que décide la majorité, c'est ce qui doit avoir lieu. C'est pourquoi il faut passer au vote. Compter les votes. Si tout le monde ne peut pas tomber d'accord sur un sujet, mais la majorité. Si la majorité dit oui, on fait la chose. Si la majorité dit non, on ne fait rien parce que la majorité a refusé. Mais une personne venant de la minorité peut être président, peut être vice-présidente. Il y a toujours des mécanismes. Tu peux être de la minorité, mais tu es un homme bon, une femme tellement bonne, tu fais beaucoup de choses que les gens ont dit, non, nous voulons que ce monsieur-là soit là. La même majorité peut aider une personne de la minorité à diriger quelque chose. Ça se fait. Ou bien des postes là où le président a le privilège de choisir son vice-président, sa vice-présidente. Joe Biden a piqué Kamala Harris. Tu vois. Mais en général, la démocratie, c'est quoi? C'est la loi de la majorité. C'est-à-dire, si tu viens de la minorité, c'est tellement difficile d'accéder au pouvoir. Et les Blancs sont les champions qui viennent en Afrique nous apprendre la démocratie. Mais quand vous étudiez, maintenant, vous retranchez un peu. Hein, donc, vous vous distancez un peu de ce que les Blancs font pour mieux regarder. Regardez dans tous les pays d'Afrique.
Ils sont venus avec un système tout autre. Ils ont imposé des minorités dans beaucoup de pays d'Afrique pour contrôler les majorités. Et c'est ça même la source de problèmes en Afrique. Là d'où ils viennent chez eux, c'est la majorité qui règne, qui commande, qui forme, donc qui met en place le genre de société qu'ils veulent. Mais en Afrique, ils viennent nous imposer des minorités qui mettent en place un système là-bas qui ne plaît pas à la majorité. Et comme la minorité là-bas est armée, on lui donne tous les leviers du pouvoir. C'est pour malmener la majorité comme des cochons, comme des moutons, ou bien des vaches dans une ferme. C'est ça même l'une des causes des troubles en Afrique. Et le Belge, quand il est allé au Rwanda, il a trouvé que le terrain était déjà défriché. Bien préparé. Pourquoi? Parce que la minorité Tutsi avait su mettre sous ses pieds la grande majorité haute. Quand les Belges sont arrivés là-bas, automatiquement, ils ont vu que bon, le terrain est déjà préparé. Hein, ils se sont liés automatiquement aux Tutsis. Pourquoi? Parce que c'est la même méthode qu'ils étaient venus faire en Afrique aussi. Ils trouvent déjà une tribu, une ethnie qui fait déjà ça. Mais c'est l'alliance. Ce sont nos amis. Comprenez pourquoi ils se sont alliés? Ce ne sont pas les Belges qui ont installé ce système au Rwanda et au Burundi. Ils ont rencontré ça. Comme c'est le système qu'eux aussi rêvaient d'amener en Afrique. Ils ont dit, oh, ces gens sont malins. Hein? Ils ont travaillé déjà par anticipation dans le système que nous cherchons. Ils se sont fait les alliés de Tutsis. Pourquoi? Parce qu'ils devaient collaborer avec eux pour que les Tutsis puissent leur montrer le secret. Comment se fait-il que vous êtes moins nombreux? Une petite minorité, même 10% ou 8%. Par quelle magie avez-vous su mettre sous vos pieds? C'est 80%, c'est 90%. Les Tutsis devaient échanger les informations avec les Belges.